bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés ce soir en cette veille de jour férié pour entendre certains des résultats d'un important projet que nous menons sur les migrations en lien avec le changement climatique, qui est donc le projet Habitable, financé par la Commission européenne et qui rassemble une vingtaine de partenaires d'Europe, d'Afrique et d'Asie pour essayer d'étudier ensemble comment les communautés locales, comment les populations affectés par les impacts du changement climatique envisagent concrètement l'habitabilité de leur territoire. Comment se prend au niveau des ménages, comment se prend la décision de rester ou de migrer, quels sont les facteurs qui affectent cette décision et en particulier, je crois que c'est un des points innovants du projet, comment est-ce que la perception à la fois des impacts du changement climatique, mais aussi des perspectives de migration, comment cette perception forcément individuelle et subjective influe-t-elle la décision? Et ce projet a l'ambition de pouvoir mieux déterminer effectivement comment est déterminé par une population, par un ménage, par une communauté confrontée aux impacts du changement climatique, comment est déterminé ce qu'on appelle le seuil d'habitabilité. Or, très souvent, ce seuil d'habitabilité, il est déterminé de façon un peu abstraite, à partir de modèles climatiques qui tiennent très peu compte de la réalité du terrain, de la manière dont, au niveau local, au niveau microéconomique, comme on dit, les décisions se prennent. Or, cette question est importante parce que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le débat sur les migrations liées au changement climatique reste hélas largement détaché des réalités empiriques de terrain que nous montrent les travaux de recherche. Et donc on a, je dirais, un détachement complet entre les réalités empiriques qui sont celles que nous étudions, on parlera particulièrement du Sénégal ce soir, mais nous étudions évidemment d'autres pays également dans le cadre du projet. Et donc, un détachement complet entre ces réalités empiriques de terrain et la manière dont ce sujet des migrations climatiques est perçu et discuté dans le débat public. Et je veux pointer en particulier trois a priori, trois idées reçues qui me paraissent particulièrement délétères dans la manière dont nous allons aborder les réponses à donner à ces migrations. La première idée reçue, c'est l'idée que nous parlions d'un risque futur. Et je suis très frappé du fait que dès l'instant où cette question des migrations climatiques est abordée dans les débats politiques, médiatiques, militants, on en parle volontiers au futur, comme s'il s'agissait d'un risque que nous pourrions éviter grâce à une réduction substantielle de nos émissions de gaz à effet de serre. On ne prend pas suffisamment la mesure du fait qu'il s'agit déjà d'une réalité présente et qu'aujourd'hui déjà, les dégradations de l'environnement, dont beaucoup sont évidemment imputables au changement climatique, sont un des facteurs majeurs de migration et de déplacement à travers le monde. Et donc, je crois que c'est très important de pouvoir en parler au présent et de montrer que déjà aujourd'hui, il y a des populations qui sont déplacées par les impacts du changement climatique et que nous ne discutons pas d'un risque abstrait dans le futur, mais d'une réalité présente qui demande d'ores et déjà des réponses. La deuxième idée reçue, c'est l'idée selon laquelle ces migrations liées au changement climatique ou migrations environnementales constitueraient une catégorie à part, distincte des dynamiques migratoires, distincte des autres flux migratoires. Et nous avons volontiers tendance, particulièrement depuis ce qu'on a appelé la crise des réfugiés syriens, à scinder les migrations en différentes catégories selon le motif supposé de la migration. Et depuis 2015-2016, cette dichotomie entre réfugiés politiques et migrants dits économiques est revenue en force dans les débats publics, comme si la protection des premiers ne pouvait se faire qu'au détriment de l'accueil des autres. En d'autres termes, comme si la fermeté des politiques vis-à-vis des migrants économiques était la condition de la préservation de l'asile en Europe. Et sur cette dichotomie, nous avons de surcroît plaqué un jugement normatif où nous allons volontiers considérer
que les réfugiés politiques sont des bons réfugiés dont le motif de migration est légitime, tandis qu'à l'inverse, les migrants dits économiques seraient de mauvais migrants qu'il faudrait renvoyer chez eux parce que leur motif de migration serait moins légitime que celui des réfugiés politiques. Et à cette dichotomie très forte, qui était renforcée considérablement dans le débat public, nous avons volontiers tendance à ajouter une troisième catégorie de migration, des migrations climatiques ou environnementales, que nous envisageons comme distinctes des dynamiques migratoires que l'on connaît déjà. Et ce que la recherche sur le terrain nous montre, au contraire, c'est que les motifs de migration sont profondément mêlés les uns aux autres et que, loin de pouvoir identifier des catégories distinctes et fermées en fonction du motif de migration, on constate en réalité que ces catégories s'interpénètrent et questionnent évidemment notre capacité à placer les gens dans des catégories en fonction du motif supposé de leur migration. Et qu'en réalité, ces catégories servent bien davantage à justifier des politiques d'asile et d'immigration de plus en plus répressives dans les pays industrialisés, bien davantage qu'à décrire la réalité empirique des migrations, notamment dans les pays du Sud. Et donc je crois qu'il faut pouvoir, et c'est ce que nous essayons de faire en tant que chercheurs, pouvoir essayer de déconstruire ces catégories et ne pas voir les migrations liées au changement climatique comme une catégorie de migration à part, mais au contraire comme un facteur qui s'ajoute aux motifs politiques, économiques, culturels, démographiques de migration et qui interagit profondément avec eux. Enfin, la troisième idée reçue est peut-être la plus pernicieuse. C'est celle qui nous fait voir les migrations liées au climat comme une nouvelle crise humanitaire inévitable, comme une nouvelle vague migratoire qui viendrait déferler sur les côtes de l'Europe, et globalement qui nous fait voir la migration comme une menace, qui nous fait voir l'étranger comme un danger. Et c'est une rhétorique et un imaginaire qui sont très fréquemment mobilisés, et singulièrement dans les discours sur le changement climatique. Et je crois que c'est important de le rappeler ici que très souvent, des discours militants sur le changement climatique, certes bien intentionnés, ont agité la peur d'une vague migratoire, ont agité la peur d'une crise migratoire, comme si c'était l'argument ultime pour convaincre populations, entreprises et gouvernements de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour dire les choses brutalement, on disait somme toute aux gens, vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre parce que si vous ne le faites pas, vous allez demain être submergés de millions de migrants et de demandeurs d'asile qui vont venir frapper à votre porte et la situation va devenir complètement hors de contrôle. Très clairement, agiter le spectre d'un chaos migratoire ne conduira pas, je crois, les pays industrialisés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Il les conduira avant tout à fermer davantage leurs frontières et donc à créer davantage de drames humanitaires en Méditerranée, dans la Manche et un peu partout aux frontières extérieures de l'Europe. Et donc je crois qu'il faut absolument nous prémunir de ce discours, de cette rhétorique et de cet imaginaire qui nous ferait imaginer les migrations liées au changement climatique comme un chaos migratoire inévitable qui justifierait que dès à présent on ferme nos frontières et qu'on durcisse encore davantage nos politiques d'asile et d'immigration, singulièrement dans un contexte où certains pays qui étaient jadis européens ont décidé qu'ils ne voulaient plus du tout d'asile sur leur territoire et sont prêts à déporter des demandeurs d'asile vers des pays d'Afrique centrale. Très clairement, je pense que c'est aussi pour contrecarrer ces idées reçues et pour contrecarrer la manière dont elles vont façonner le débat public sur ces questions, qu'il est particulièrement important ce soir que nous entendions les résultats des recherches de terrain et que nous essayions ensemble de réconcilier la perception que nous avons de ces migrations, leur représentation dans le débat public, avec la réalité empirique de ces migrations, parce que si nous ne parvenons pas à réconcilier réalité et perception, nous savons malheureusement que les politiques publiques s'appuieront toujours davantage sur les perceptions que sur les réalités. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la place maintenant à ceux qui ont réalisé les études sur le terrain. Moi, je n'ai fait que coordonner un peu tout ça. Merci beaucoup, François Gémen, pour cette très riche introduction.
Je m'appelle Gabrielle Maréchaux, je suis journaliste au service environnement de The Conversation et c'est donc moi qui vais modérer l'échange, la discussion de ce soir avant de rapidement, je l'espère, vous donner la parole pour que vous puissiez à votre tour débattre, échanger avec les intervenants et intervenantes d'aujourd'hui. Alors qui sont-ils? Nous avons d'abord Flore Gubert, économiste à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et la directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Alors l'Institut Convergence Migration, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de recherche sur les migrations qui réunit aujourd'hui 750 chercheurs et chercheuses en France et dans le monde et qui a pour vocation de diffuser les connaissances et la recherche sur ce sujet. C'est dans ce cadre-là que l'événement de ce soir, Parlons Migration, est organisé et il fait suite, je le dis en passant, à la parution de la revue De Facto, produite par l'Institut Convergence et Migration, dédiée, vous l'avez compris, au thème de ce soir, migration et changement climatique. Le numéro de Facto s'appelait La fonte des certitudes et je pense que quelques certitudes vont fondre ce soir également. Nous avons également présent Frédéric Ponceau du FIDA, une agence de l'ONU dont le sigle signifie Fonds international de développement agricole. Et Frédéric Ponceau, vous êtes expert en voie de fonds et inclusion financière du coup au FIDA. À ma gauche toujours, nous avons Marie Leroy, référente climat à l'ONG Care France. Et enfin, à ma droite, de retour à l'IRD, Timothée Brochier, qui est océanographe. Alors, le changement climatique, c'est un phénomène planétaire. Juste pour cadrer le débat avant de lancer la discussion, j'aimerais dire que du coup, on pourrait questionner les liens entre migration et changement climatique dans toutes les zones géographiques du monde, en France y compris, où c'est une réalité et des phénomènes que l'on voit déjà, par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Outre-mer, où un village est en train d'être déplacé du fait de la montée des eaux, ou bien dans le nord de la France, où suite aux inondations à répétition, des populations ont le projet de migrer. Mais le cadre de ce soir, ce sera donc celui plutôt des pays du Sud, et notamment du Sénégal, avec 3 de nos interventions, mais Marie Leroy va nous permettre ensuite d'élargir à un spectre plus grand des pays du Sud. Et ce cadre-là va nous permettre justement peut-être de déconstruire un imaginaire fait, comme l'a très bien dit François Gemène, de fantasmes ou d'images de flux de populations intenses qui migreraient éminemment des pays du Sud vers les pays du Nord. Et pour rentrer du coup dans le vif du sujet, je vais d'abord donner la parole à Flore Gubert. Flore, vous êtes donc économiste spécialiste des migrations, notamment au Mali, au Sahel et plus précisément ce soir au Sénégal. Peut-être tout d'abord pour commencer, avant de parler de changement climatique, il serait nécessaire de rappeler qu'au Sahel, il y a une région sèche et une région humide, et qu'avant même de parler de changement climatique, des populations qui migrent du fait du climat de manière saisonnière ou annuelle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Absolument. En fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est pas une région sèche et une région humide, c'est une saison sèche et une saison des pluies. Donc ça veut dire que l'activité agricole connaît une très forte saisonnalité. On peut cultiver quand il y a de la pluie, et puis quand la pluie s'arrête, les cultures deviennent difficiles. Et donc ça veut dire que les personnes qui vivent de l'agriculture se retrouvent une partie de l'année sans activité, en tout cas sans possibilité de cultiver, et donc vont en général se déplacer pour chercher à exercer d'autres activités. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la migration est la norme et non pas l'exception. En tout cas, cette migration saisonnière. Et donc, la question qu'on s'est posée dans ce travail collectif, c'est la question de savoir dans quelle mesure cette migration temporaire saisonnière réagit à la qualité de la saison des pluies, donc réagit à des événements climatiques. Est-ce qu'il y a plus de mobilité temporaire les années où la qualité de la pluie est moindre, ou est-ce qu'il y a au contraire moins de mobilité pour des raisons qui restent à explorer? Et donc du coup, justement, quand on est chercheuse et qu'on se pose cette question, comment est-ce qu'on peut mesurer l'effet climat d'autres effets et de d'autres motivations à la migration ou d'impossibilité de migrer? Comment est-ce que ce facteur il est facile à isoler? Alors, c'est difficile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme je l'ai dit à l'instant, la migration est un phénomène normal. Et donc, ce qu'il faut arriver à mesurer, c'est finalement le supplément de migration ou la réduction de migration induite pour des raisons climatiques. Et donc, il faut arriver à isoler ce qui relève d'une migration normale, habituelle, de ce qui relève d'une migration, disons, plus exceptionnelle, liée à une réaction
à un choc climatique ou à une irrégularité climatique. Et donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle tient à la mesure de la migration. Les migrants, c'est des individus qui bougent, par définition. Et donc, mesurer la migration, ça veut dire être capable de suivre ces individus qui partent, savoir quand est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont partis, pour combien de temps. Et les dispositifs classiques d'enquête, en fait, sont totalement inadaptés pour capter cette mobilité, surtout quand on s'intéresse à la mobilité de court terme. Parce que même si vous mettez en place un système de suivi de la population, et donc même si vous revenez très régulièrement dans les mêmes ménages pour savoir qui est parti, qui est revenu, etc., eh bien en général, même avec des tels dispositifs, en fait, on passe au travers de plein de mobilités. Il y a plein de mobilités qu'on ne capte pas parce qu'elle est temporaire. Et donc, vous pouvez vous dire, par exemple, je vais passer tous les ans dans un même ménage et puis je vais interroger le chef de ménage, savoir qui est parti, qui est revenu. Le problème, c'est que entre deux passages, vous pouvez avoir très bien des allées et venues que vous n'allez pas capter avec un tel dispositif. Et donc, ça, c'est un véritable défi, de bien capter toutes les migrations. Et en réalité, les mobilités que vous allez réussir à capter avec des enquêtes auprès des ménages ou avec des recensements de population, ça va être beaucoup plus souvent la migration de long terme, la migration d'installation, la migration qui correspond au fait que vous avez des individus qui naissent à un endroit et puis qui, au moment de l'enquête, se trouvent résider à un autre endroit, d'accord. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de la mobilité. Et puis la troisième difficulté, et j'en finirai là, d'un point de vue méthodologique, c'est que le changement climatique, on parle de changement climatique, mais c'est quelque chose qui est très lent. Alors qu'il y a des manifestations, il y a plus de sécheresse, il peut y avoir des événements extrêmes, mais au final, c'est quelque chose qui, malgré tout, est très lent. Et donc, on cherche à relier un phénomène qui est extrêmement lent, avec de la mobilité qui est potentiellement de très court terme et puis qui est contemporaine, quoi. Et donc arriver à relier ou à établir un lien de cause à effet entre le changement climatique et un supplément éventuel de mobilité, c'est assez compliqué d'un point de vue empirique. Et donc du coup, pour étudier cette question, vous avez utilisé un outil relativement inédit, celui des données téléphoniques. Alors, effectivement, des données assez inédites, et puis surtout les compétences aussi d'un collègue qui a su les analyser et qui est dans la salle, et donc je lui rends hommage ici, parce que sans lui, rien n'aurait été possible. Et donc ces données, c'est effectivement des données de téléphonie mobile. Alors, ce qu'on utilise, en fait, c'est les traces numériques que laissent les utilisateurs de téléphone à chaque fois qu'ils donnent un coup de fil ou qu'ils en reçoivent, ou à chaque fois qu'ils envoient un SMS. En fait, ce qui se passe, c'est que, et vous le savez bien sûr, c'est qu'à chaque fois que vous passez un coup de fil, eh ben, votre téléphone, il borne à une antenne téléphonique qui est à la plus proche. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous déplacer et que vous allez passer un coup de téléphone ou recevoir un SMS, eh ben, vous allez borner à une antenne téléphonique. Et donc il suffit en fait de recueillir, d'utiliser ces traces, d'accord? Et donc ce que vous avez ici sur ces cartes, sur la carte de gauche, c'est toutes les antennes téléphoniques du Sénégal, d'accord? Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut découper le territoire du Sénégal en toutes petites cellules, et à chaque fois qu'un individu se déplace, à condition qu'il utilise son téléphone, et ben, en fait, on observe d'une certaine façon ces déplacements. Alors, le gros inconvénient de ces données, c'est qu'on ne sait rien de l'utilisateur, évidemment. C'est des données qui, pour des raisons éthiques évidentes, sont complètement anonymisées. On ne sait pas, on n'a pas ni le numéro de téléphone, ni les caractéristiques de l'utilisateur. On a simplement un identifiant unique qui nous dit que tel utilisateur, pendant un certain nombre de jours, il était chez lui, donc il a borné à une antenne à un endroit du Sénégal, et puis à un moment, il a dû se déplacer parce que son téléphone, on le détecte complètement dans une région complètement différente pendant plusieurs jours d'affilée, ce qui suggère qu'il s'est déplacé, qu'il a vécu ailleurs pendant un certain temps, et puis qu'éventuellement, il est rentré chez lui. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va utiliser, puisque grâce à un partenariat avec la Sonatel, qui est la branche d'Orange au Sénégal, on a pu avoir accès à 3 années de téléphonie mobile, donc 3 années pendant lesquelles tous ces enregistrements de chaque utilisateur de la Sonatel ont été enregistrés. Et donc c'est ça qu'on utilise pour mesurer la mobilité interne.
Et du coup, dans ces 3 années de données, il y a eu des saisons plus ou moins sèches. Et les résultats sur les migrations, lesquels sont-ils? Est-ce qu'on migre plus quand le climat est plus hostile ou moins? Alors, je vais en dire 2 mots, mais peut-être, si vous me permettez, peut-être dire aussi quelques mots ce que révèle la description de ces données, d'accord? Parce que en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ces migrations temporaires, elles sont très mal documentées parce que les dispositifs classiques ne les capturent pas. Et donc, finalement, grâce à ces données, on peut apporter un éclairage assez inédit sur cette mobilité interne, sur ces migrations temporaires, à la fois sur leur volume, mais aussi sur leur orientation, sur leur durée et puis sur leur saisonnalité. D'accord ? Et donc, on a quelques résultats qui sont, pour certains d'entre eux, relativement inattendus. Le premier résultat, qui est peut-être pas le plus surprenant, c'est sur la fréquence de ces mobilités. On trouve qu'il y a beaucoup de déplacements temporaires, puisqu'on estime qu'à partir de ces données de téléphonie mobile, 1/3 de la population adulte, en 2013, qui est une des années pour lesquelles on a eu ces données, 1/3 de la population adulte a effectué au moins une migration temporaire au cours de cette année 2013, sachant qu'ici, une migration temporaire est définie comme une migration allant entre 20 et 180 jours. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? À titre de comparaison, seulement 2% de la population du Sénégal est considérée comme étant en migration interne avec les données de recensement. D'accord ? Donc on voit bien qu'on loupe une grande partie de la mobilité interne avec les dispositifs classiques. Le deuxième résultat, c'est que ces migrations temporaires, donc qui s'étalent de 20 jours jusqu'à 180 jours, en moyenne, en fait, elles sont assez courtes, puisque dans cette fourchette-là, en fait, on a une durée moyenne de 50 jours. D'accord ? L'autre résultat, c'est que ce sont des migrations qui sont de relativement courte distance. D'accord ? Et puis, pour être encore plus précise sur l'orientation de ces flux, le narratif habituel sur la migration interne et temporaire, c'est que en fait, elles concernent essentiellement des personnes qui sont originaires du milieu rural et qui vont vers les villes. Et on parle de la congestion des villes, de l'attractivité des villes, etc. Ce que révèlent les données de téléphonie mobile, c'est que certes, la migration des campagnes vers les villes est importante, mais qu'1/3 de ces migrations temporaires, en fait, elles partent des zones rurales et elles s'orientent vers d'autres zones rurales. Donc on a beaucoup d'échanges aussi de populations temporaires de zones rurales vers d'autres zones rurales. Et ça, je crois que c'est un résultat qui est assez original. L'autre résultat, alors là, qui est pour le coup beaucoup plus inattendu, c'est sur la saisonnalité de ces migrations temporaires. Ce que montrent ces courbes ici, c'est que en fait, on a un pic de mobilité, pas du tout à la saison sèche, comme on l'entend souvent dire, c'est-à-dire on s'imagine qu'effectivement, on va avoir beaucoup de mobilité au moment où les pluies s'arrêtent et qu'il n'y a plus de travail dans les campagnes. C'est ce moment-là que les agriculteurs choisissent pour aller proposer leur force de travail en ville. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, le pic de mobilité, il est en plein pendant la saison des pluies. D'accord ? En fait, il se produit en août, septembre, à une période donc, où la pluie continue de tomber. Et ça, je crois que c'est un résultat vraiment totalement inattendu. Alors, pardon, j'ai fait un développement un peu long, mais ça m'amène à répondre à votre question qui est, au fond, maintenant qu'on a cette description de la migration et qu'on peut faire sur 3 années, 2013, 2014 et 2015, là où on a eu de la chance, c'est que sur cette période-là, enfin de la chance pour nous, malheureusement pas pour la population sénégalaise, c'est que l'année 2014, qui donc est l'année centrale de nos points d'observation, est une année qui a été caractérisée par une grande sécheresse. Enfin, une sécheresse, et surtout une sécheresse généralisée sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et donc, grâce à nos données, on peut comparer les niveaux de migration temporaire interne des années qu'on peut qualifier d'années plutôt normales du point de vue de la pluviométrie, à une année caractérisée par une grande sécheresse. Et donc de voir qu'est-ce que ça a changé en termes de volume en particulier. Et ce qu'on constate, pardon, j'anticipe peut-être, mais ce qu'on constate, c'est que
là encore, je trouve que c'est un résultat qui n'est pas complètement intuitif. C'est qu'en réalité, cette année 2014, caractérisée par une sécheresse généralisée sur le territoire sénégalais, en fait, elle s'est accompagnée de moindre mobilité interne, alors que, encore une fois, je crois que le narratif habituel serait que des années sèches vont conduire les gens à partir et à aller chercher ailleurs l'argent. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on obtient ce résultat? C'est parce que la mobilité, elle est fonction non seulement des conditions à l'origine, hein, et donc quand il pleut moins, et ça fait baisser la productivité agricole et ça encourage les gens à partir pour aller chercher des revenus complémentaires ailleurs. Mais les migrations, elles sont aussi dépendantes des conditions à l'arrivée. Hein, évidemment, on part pour aller chercher mieux, mais si ailleurs c'est pas mieux, l'option migratoire, elle est aussi moins attractive. Et en fait, au final, sur cette année 2014, si on prend l'ensemble de l'année, on observe sensiblement moins de migrations temporaires cette année sèche qu'une année, disons, standard. Parce que, encore une fois, l'option migratoire est rendue moins attractive par le fait que toutes les régions ont été frappées par la sécheresse. Petite précision, vous parlez ici de migration à l'intérieur d'un pays. Si on dézoome et qu'on sort du lien entre migration et changement climatique, ces migrations à l'échelle d'une région sont aussi les plus nombreuses, si on compare à cet imaginaire de migration internationale. Oui, alors, bien sûr que si on compare en volume, effectivement, si on compare en volume les migrations internes avec les migrations internationales, on n'est pas du tout sur la même ampleur. Hein. Donc on a beaucoup plus de mobilité interne que de mobilité à destination de l'étranger. Et c'est vrai même quand on sait on s'attache, on se restreint à la migration transfrontalière. Alors je ne parle même pas de la migration depuis le Sénégal vers l'Europe qui est extrêmement réduite. Peut-être si vous me permettez, c'est deux dernières petites minutes. Un dernier résultat qui est intéressant à partir de ce travail, c'est de regarder si on a une réaction à la qualité de la pluie qui diffère selon les régions. On s'attend à ce que certaines régions soient plus résilientes que d'autres parce que les cultures qui y dominent sont des cultures plus résilientes et donc plus résistantes à la sécheresse, ou parce que voilà. Et donc ce que montrent ces cartes, et en particulier celle de gauche, c'est finalement la sensibilité de la migration à la qualité de la pluie. D'accord ? Et quand c'est rouge, on est dans des zones qui se révèlent particulièrement sensibles. C'est-à-dire que quand vous avez une baisse de la pluviométrie, vous allez avoir une réaction particulièrement forte de la mobilité, hein, donc un surcroît de mobilité. Et pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène dans ces régions-là? C'est parce que c'est des régions dans lesquelles, d'abord, qui sont plus pauvres, et dans lesquelles le secteur de l'élevage est dominant. Et donc, on est dans un secteur d'activité qui est particulièrement sensible à la pluie, et donc qui va engendrer davantage de mobilité les années sèches. Et puis, la zone qui apparaît moins réactive aux conditions pluviométriques, en fait, c'est le bassin arachidier. C'est aussi une zone où on cultive davantage de sorgho, ce qui suggère que ces deux cultures sont relativement plus résilientes à la sécheresse que d'autres cultures. Voilà, donc on a quand même une hétérogénéité de l'impact de la pluviométrie en fonction des régions du Sénégal. Peut-être dernière question, vous parlez de résultats contre-intuitifs, qui est celui que, lors d'une saison particulièrement sèche, il y a moins de migration. Peut-être vous laissez expliciter qu'il y a une certaine logique à ça, car migrer a un coût, et enfin, je vous laisse parler, mais comment est-ce que ça s'explique que ce résultat contre-intuitif soit finalement peut-être logique ? En fait, bon, peut-être que contre-intuitif est un peu fort, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que la décision de migrer, elle est le résultat d'un arbitrage. Enfin, la migration est évidemment multifactorielle, mais si on simplifie, on peut dire qu'elle est le résultat d'un arbitrage entre ce que ça coûte de partir et puis ce que ça peut potentiellement rapporter. Et c'est vrai que si on n'est pas sûr de trouver ailleurs mieux que ce qu'on a sur place, on va pas prendre le risque de se déplacer. Et je crois que ça c'est important. Et du coup, ces résultats, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est donc so what, quoi, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je crois qu'il y a des conséquences potentiellement politiques de ce résultat. C'est que on voit bien que lorsqu'on a donc, comme en 2014, une situation de sécheresse généralisée, d'une certaine façon, ça fait perdre aux ménages et aux ménages agricoles en particulier
une option, en tout cas, une option qui est l'option migratoire. En tout cas, ça la rend moins attractive. Et donc, donc ça veut dire que si on se soucie de pallier en fait cette perte d'options, eh bien, voilà, ça c'est sans doute le moment de réfléchir à une politique de transfert qui soit ciblée vers ces ménages qui perdent une option. Merci beaucoup Fleur Gubert. Je vais maintenant me tourner vers vous, Timothée Brochy. Vous allez également peut-être remettre en question pas mal d'idées reçues. Vous êtes peut-être d'abord, avant de vous laisser rentrer dans le cœur de votre sujet, vous êtes océanographe. À l'origine, vous étudiez les mouvements de migration des poissons en Afrique de l'Ouest. Et vous êtes aujourd'hui là pour nous présenter un travail sur les pêcheurs et l'effet du changement climatique sur ce groupe humain. Comment est-ce qu'on passe de l'étude de la migration des poissons à celle des pêcheurs, peut-être? Eh bien, en fait, comme mon sujet d'étude, c'était le socio-écosystème marin, donc l'imbrication justement des populations de poissons et des humains qui en vivent. Et donc, à partir du moment où, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié les migrations d'un poisson en particulier, qui est la sardinelle en Afrique de l'Ouest, donc qui est le poisson qui était la principale source de protéines en Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai vu le gros résultat de cette étude de migration des poissons qu'on avait, c'était qu'en fait la population très exploitée par les pêcheurs sénégalais avait en quelque sorte une base, pour dire un point focal de cette population qui se trouvait en Mauritanie. Et que c'est saisonnièrement qu'elle allait inonder les eaux sénégalaises ou bien repartir vers le nord. Et on a publié cette recherche en 2017, je pense. Et cette année-là, il y avait une rupture des accords de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal. Et donc la une de tous les journaux, c'était les pêcheurs sénégalais au chômage. Parce qu'en fait, voilà, il y a une catégorie de certains types de pirogues avaient pris l'habitude de cibler ces poissons-là. Et dans le cadre d'accords de pêche qu'ils avaient avec la Mauritanie, ils y allaient. Quand les accords ont été rompus, d'un coup, ils se sont trouvés effectivement au chômage. Donc à partir de là, on s'est dit bon, c'était quand même intéressant effectivement d'essayer d'étudier cette dynamique aussi des pêcheurs vis-à-vis des poissons. L'hypothèse de base était que les pêcheurs allaient suivre les poissons. Et puis voilà, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça en fait. Peut-être avant de discuter des résultats, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'importance de la pêche au Sénégal et de l'importance, enfin, pas seulement pour le Sénégal, mais aussi à l'échelle régionale et voire même continentale. Qu'est-ce que c'est la pêche au Sénégal? Vous les avez déjà commencé à le dire, oui. La sardinelle, c'est une des principales sources de protéines. Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir que l'écosystème marin dans cette région, on appelle c'est le courant c'est le sud du système de courant des Canaries. C'est l'un des écosystèmes marins les plus productifs au monde. Donc il y a énormément de poissons, il y a vraiment beaucoup de ressources pour les pêcheurs. Et donc ça contribue en grande partie à l'alimentation, à la sécurité alimentaire de la zone, et depuis longtemps. Tous les pays n'ont pas de tradition de pêche. En Mauritanie, par exemple, ils n'en ont pas, ou ils en ont une, mais seulement d'une toute petite partie de la population. Et dans les pays plus au sud, cette tradition, il faut aller jusqu'au Ghana pour retomber sur un pays où il y a vraiment une tradition de pêche forte. Donc le Sénégal a, dans cette zone-là, un petit peu la seule tradition de pêche vraiment développée, avec plusieurs groupes de population qui sont vraiment spécialisés dans la pêche. Et donc ça représente un très grand nombre de personnes. Je pense que un nombre environ 20 000 pirogues directement, comme vous voyez là sur l'image par exemple, prises à Saint-Louis. C'est les pirogues alignées sur le bord de la mer. Et on parle, je pense, de 600 000 emplois directement liés avec le secteur de la pêche. Donc dans un pays de à peu près 16 millions d'habitants. Bon, je ne connais pas les tout derniers chiffres. Voilà, donc c'est important parce que l'écosystème est productif, les pêcheurs sont des très bons pêcheurs, donc ils ont une très bonne expérience de pêche, et ils sortent beaucoup de poissons de l'eau et ils alimentent
donc pour la sécurité alimentaire, le Sénégal et aussi les autres pays de la sous-région. Il faut savoir qu'on retrouvait ces poissons transformés localement, donc séchés, salés par exemple, jusqu'au Burkina Faso, donc le Mali, la Mauritanie. C'est beaucoup de zones où ça va être la protéine la moins chère que les personnes. Donc dans les foyers pauvres, souvent vous allez avoir le plat, ça va être du riz du riz blanc avec ces petits morceaux de poisson séché qui vont être les protéines finalement. Et ces dernières années, les pêcheurs sénégalais, dont l'expertise et le savoir-faire n'est plus à démontrer, ont fait face à une situation inédite pour ce qui est de la pêche à la sardinelle, c'est ça ? Oui, voilà, donc depuis longtemps, on a une situation de surexploitation au Sénégal, depuis à peu près la fin des années 90, et avec un nombre de pêcheurs qui augmente et des quantités de poissons sortis de l'eau qui ont augmenté, sachant qu'évidemment, il n'y a pas que la pêche artisanale, il y a aussi la pêche industrielle qui est là. Et donc, cela a diminué la qualité de vie des pêcheurs petit à petit. Et en plus, depuis une dizaine d'années, on fait face à encore un nouveau phénomène, c'est les usines de farine de poissons qui se sont construites le long du littoral, surtout en Mauritanie et au Sénégal et en Gambie. Donc je dis aussi la Mauritanie parce que comme je l'expliquais au début, c'est une zone où il y a extrêmement de migration de poissons. Donc les populations de poissons qui sont pêchées par les pêcheurs sénégalais, même au Sénégal, sont complètement connectées avec celles qui sont en Mauritanie. En fait, on ne peut pas gérer les stocks indépendamment. Lorsqu'on a échangé en amont de l'échange de ce soir, vous m'avez dit le climat a bon dos. Parce que si on résume, on a du coup une pêche qui est très importante au Sénégal, des sardinelles, un butin de pêche, un produit de pêche qui décroît, des températures qui augmentent, on le sait, et dans l'océan, parfois de manière encore plus alarmante que dans l'atmosphère. Du coup, quand on regarde la situation dans son ensemble, on peut se dire moins de poissons, hausse des températures, changement climatique, tout ça lié. Alors, à quel point le climat a bon dos, à quel point l'impact du changement climatique, comment est-ce qu'on peut le mesurer et à quel point il est important? Alors, le climat, il est très important pour cet écosystème de pooling, dont la productivité va fortement dépendre de l'intensité des vents alizés qui soufflent parallèlement à la côte. Et donc par l'effet on appelle ça le transport d'Ekman, c'est à cause de la force de Coriolis, le vent transporte l'eau vers la droite. Et donc en fait, vous voyez que quand le vent, les alizés soufflent perpétuellement du nord vers le sud, le long de la côte ouest africaine, il crée ces remontées d'eau froide. En fait, ce qui serait inquiétant, c'est que effectivement les vents soit changent complètement de direction, soit diminuent d'intensité, qui pourrait réduire cette pompe à nutriments, puisque c'est les eaux de profondeur qui remontent, c'est elles qui amènent les nutriments près de la surface, qui permettent l'explosion des populations de plancton, qui elles-mêmes vont être mangées par tous les poissons, et donc maintenir cet écosystème très productif. Mais jusqu'à présent, on n'est pas sûr de l'effet changement climatique sur ce vent-là. Il y a des hypothèses qui disent qu'il pourrait se renforcer aussi en raison du changement climatique. Et jusqu'à présent, toutes les hypothèses statistiques, jusqu'à cette année en tout cas, n'ont pas vu... Il y a une très forte variabilité de toute façon, mais on n'a pas vu de tendance encore dans un sens ou dans l'autre. Sur les 10 dernières années, cet écosystème de pooling se porte plutôt mieux que d'habitude au niveau de sa productivité. C'est ce qu'on voit par les images satellites qui montrent la température, par exemple. Et voilà. Et quand on parle de cette question aussi avec les pêcheurs, c'est aussi leur perception que finalement le climat, oui, non, évidemment, le climat est important. Mais là, les problèmes en ce moment, c'est des problèmes de raréfaction des poissons qui sont très clairement identifiés comme étant dus à des problèmes de surexploitation.
Merci beaucoup. On le voit avec vos deux premières interventions, penser les liens entre migration et changement climatique. Il y a un thème qui revient souvent, c'est l'alimentation, que ce soit par l'agriculture ou le produit de la pêche. Et c'est justement l'agriculture, le sujet de cœur de notre troisième intervenant, Frédéric Ponceau. Frédéric Ponceau, comme je l'ai dit en introduction, vous travaillez au FIDA, le Fonds international de développement agricole, qui a été créé en 1977, et vous y êtes en tant qu'expert en voie de fonds et inclusion financière. Lorsqu'on a pu échanger en amont de cette discussion la semaine dernière, vous reveniez tout juste du Sénégal, de la région du Kaolack, dans l'ouest du pays, où il faisait 45 degrés. Alors peut-être avant de vous lancer sur votre sujet de prédilection, peut-être est-ce que vous pouvez peut-être rapidement nous faire un retour sur du coup la situation que vous avez pu constater là-bas. Oui, merci. Il faisait 46, hein, donc non, il faisait excessivement chaud. Et bon, je connais bien le Sénégal. J'aimerais bien réagir aussi aux présentations de Flore, Timothée, qui sont vraiment hyper intéressantes. Hein. Sur la pêche, bon, moi j'ai vécu au Sénégal un tiers de ma vie, quoi. Donc, et j'observe depuis longtemps, depuis que je suis tout petit, en fait. Donc la pêche, le problème c'est la surexploitation effectivement surtout. Hein. Mais je suis content d'entendre que les alizés vont se maintenir et qu'on va avoir certainement, en tout cas cet écosystème maintenu, hein, mais c'est la surpêche le problème. Donc ça c'est vraiment un gros problème. Et par rapport aux migrations internes, ben moi je suis vraiment intéressé pour savoir l'interprétation. Pourquoi les gens immigrent en août et septembre, à la fin de la saison des pluies. Peut-être qu'ils ont plus d'opportunités pour aller s'embaucher ailleurs, hein, comme tu disais. Mais ça doit correspondre à des moments où, effectivement, la production, là où ils sont, s'arrête. Ils n'ont plus besoin de travailler. Ils vont s'employer ailleurs, je pense. Hein. Donc, maintenant, par rapport à mon travail, le Fonds international de développement agricole, en fait, c'est une agence des Nations Unies. On travaille sur le développement des populations rurales. On fait des projets avec les gouvernements. Et ces projets-là, ils incluent notamment comment mieux alimenter les gens, augmenter la production. Et en ce moment, on est beaucoup sur les problématiques de résilience climatique, hein, parce que c'est quelque chose que l'on observe aussi dans nos projets. Moi, je travaille sur les transferts d'argent des migrants vers leurs familles et l'investissement de la diaspora, en fait, parce que au départ, les migrations, elles sont rurales, hein, comme l'a rappelé Flore dans sa présentation. Donc d'abord du rural vers le rural, du rural vers l'urbain, vers les pays limitrophes et plus loin. Donc c'est une problématique qui prend naissance en zone rurale, donc qui est observée par le FIDA. La contrepartie, c'est que les gens, ils envoient de l'argent à leur famille ou ils ramènent de l'argent avec eux. Donc moi, c'est sur ce miroir-là de la migration que je travaille. Donc sur prendre conscience du réel et de la portée pour les gens qui vivent les migrations, comme le rappelait en introduction notre hôte. Moi, je m'intéresse au phénomène visible de la migration qui est l'envoi d'argent en retour. Donc là, on n'est pas dans une dimension fantasmagorique, hein, on est vraiment dans la problématique des gens. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils font avec ? Comment aussi on peut faire en sorte que cet argent soit utilisé non seulement pour s'alimenter, mais aussi pour rentrer dans une logique, on va dire, non seulement d'adaptation à court terme, mais aussi de résilience à plus long terme. Donc là, c'est ça la problématique en fait de mon travail, quoi. Peut-être juste pour cadrer, vu qu'il est question d'agriculture, expliquer peut-être l'importance pour la globalité du pays. J'ai trouvé un chiffre, vous me corrigerez, j'ai 3 experts du Sénégal sous la main. C'est autour de 70% de la population au Sahel qui dépend directement d'une agriculture. Enfin, pourquoi est-ce que l'agriculture est si importante lorsqu'on pense migration et Sénégal? Enfin, c'est... Bon, la population rurale, c'est 55%, mais les gens qui dépendent de l'agriculture, c'est beaucoup plus. Moi, je ne donnerai pas de chiffres, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même en zone périurbaine, qui font aussi de l'agriculture. Hein. Donc, mais par contre, dans la zone sahélienne, c'est une agriculture qui est très pluviale.
donc qui est très sensible au changement climatique. Et le Sénégal est un pays qui est très affecté, en fait. Donc moi, c'est aussi parce que j'ai observé, donc Kaolack, les 46 degrés, bon, c'est un peu anecdotique, mais on observe vraiment la détérioration notamment du sol, quoi, en fait. C'est de plus en plus sec. Et les paysans nous le disent, quoi. Ils nous disent, bon, maintenant, ça donne plus, quoi. Il n'y a plus de rendement, les rendements ont diminué. Et aussi par rapport à la pluviométrie, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a ils observent les périodes sèches, mais c'est surtout, ils n'arrivent pas du tout à savoir quand la pluie va tomber et à quelle intensité. Donc pour eux, c'est vraiment gênant parce qu'ils vont planter, ils ne savent pas quand planter, ils ne savent pas quand il faut mobiliser de la main-d'œuvre. S'ils plantent au mauvais moment, il faut replanter parce que ça a été complètement noyé par l'eau ou au contraire, ça a séché. Donc il y a des coûts et des surcoûts. Et donc quand la tendance, c'est que le rendement, il baisse, quoi. Et dans les zones comme le bassin arachidier, où c'est un peu moins l'élevage, les cultures, c'est le mil ou l'arachide. Bon, l'arachide moins, mais le mil, par exemple, ce sont des cultures qui permettent de tenir toute l'année. Donc si la production, elle baisse, il faut trouver d'autres ressources pour s'alimenter, hein. Et en même temps, l'arachide, bon, c'est une culture qui est de rente, comme on dit, c'est-à-dire pour la vente, quoi, essentiellement, pas que, hein. Et si également il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'argent. Donc on est dans des problématiques où les gens ils sont soit en situation de malnutrition chronique, soit ils sont dépendants des transferts d'argent de leur famille ou de l'État. Donc c'est une situation qui effectivement s'accélère, hein, et donc en face de ça, on voit en tout cas bon, quand on fait des missions de design, là, on rencontre pas mal d'organisations de producteurs. Donc ce qu'on voit, c'est que les gens ils sont conscients du problème, mais ils sont conscients aussi des solutions, hein. C'est qu'il faut refertiliser les sols avec de l'engrais, notamment biologique, parce que l'engrais chimique coûte trop cher maintenant, notamment avec la crise en Ukraine. Et il faut avoir des semences qui sont beaucoup plus résistantes en fait, au stress hydrique. Donc ça, il est aussi transformé plus pour ramener une plus grosse valeur monétaire, en tout cas, pour les paysans. Donc eux, ils voient les solutions, ils sont conscients, mais ils n'ont pas assez de... Il faut plus d'accompagnement en fait pour qu'ils puissent accélérer, parce que là ils sont dans une situation où ils sont pris de vitesse. Voilà, c'est vraiment ça l'impression, quoi. Et du coup, quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en pratique cette adaptation? Je vais vous laisser, ouais. Du coup, quelles sont les clés pour que ces populations puissent s'adapter? Est-ce que c'est seulement des questions de ressources financières, de savoir-faire, il y a pas mal de solutions en même temps. Je ne vais pas toutes les énumérer, hein, parce que c'est tout le projet on était une équipe de 20 personnes. Hein. Donc chacun a un peu son expertise. Il y a de l'infrastructure, il y a du stockage, il y a l'organisation des marchés, il y a l'appui aux groupements petits et grands, la dissémination de nouvelles semences techniques agricoles, etc. Donc il y en a beaucoup. Mais moi, sur la thématique sur laquelle je travaille, c'est sur les transferts d'argent. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que les gens, au niveau des ménages, ils utilisent les transferts beaucoup pour l'alimentation, essentiellement. Et ça crée quand même un groupe de population donc, qui sont moins vulnérables au choc climatique et au choc de toute nature, en fait. Et donc, on peut penser qu'ils sont peut-être plus résilients sur le long terme, mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt c'est un mécanisme d'adaptation autonome. Donc là, ça renvoie, je pense, comment les gens y vivent la migration. Hein. Donc, ils réagissent. C'est une adaptation comme ça spontanée, mais qui n'est pas suffisante pour endiguer le long terme. Donc, j'ai aucune idée de savoir s'il va y avoir plus de migration dans l'avenir ou pas. Bah, logiquement, oui. Hein. Mais en tout cas, ce qui serait plutôt bienvenu, c'est d'accompagner plutôt le terreau favorable que constitue ce groupe de population, parce qu'ils sont déjà
ils ont déjà des capacités d'adaptation à court terme. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont leurs stratégies sont un peu les bases quoi, pour des stratégies de résilience à plus long terme. Donc, on observe qu'ils épargnent plus que ceux qui ne reçoivent pas. Ils épargnent plus aussi en numéraire. Donc, ils ont plus accès aux services financiers. Et ils mettent plus en place des techniques d'adaptation, notamment l'adoption d'engrais pour fertiliser les sols. Pour autant, ils sont aussi mal accompagnés, je dirais, par les services d'accompagnement agricole. Ils ont un accès assez limité quand même, qui reste assez limité aux services financiers, en particulier le crédit, quoi. Ils n'ont pas toujours le réflexe, ou en tout cas la prise de conscience qu'il faut épargner aussi dans des institutions financières si on veut pouvoir accéder au crédit, et le crédit peut financer la croissance de la production. Donc ils ont besoin de plus d'accompagnement que de réagir seulement, quoi. Et par contre, s'ils ont plus d'accompagnement, effectivement, ils auront moins de raisons de migrer, ou en tout cas ils bénéficieront plus des envois de fonds que font leurs familles. Un dernier exemple, c'est que parmi les exploitations agricoles, en fait, ils font des bilans simplifiés. En fait, on a une grosse fédération d'organisations paysannes qui font des bilans simplifiés. Et donc, eux, ils ont observé qu'il y avait, parmi les différentes sources de financement, donc il y avait 23% en moyenne, qui étaient constitués par des envois de fonds migrants, domestiques et internationaux, quoi. Moi, je pense que c'est beaucoup aussi domestique. Et en fait, c'est une variable parmi de facteurs de production, entre guillemets, comme une autre. Et en discutant avec les différentes parties prenantes, ils disent oui, l'exploitation familiale, c'est une unité économique familiale, et la migration, c'est un investissement familial, quoi. Donc il y a une prise de décision familiale qui part en migration pour soutenir l'ensemble de l'exploitation, y compris en envoyant de l'argent quand il le faut, soit pour pouvoir maintenir le niveau d'alimentation quand il n'est pas suffisant, soit pour aussi financer, ça peut être des intrants, ça peut être autre chose pour l'exploitation familiale, quoi. Merci beaucoup Frédéric Ponceau. On va maintenant ouvrir l'horizon avec vous, Marie Leroy, puisque vous êtes responsable climat à Caire, pas seulement sur le Sénégal. Ça va nous permettre aussi d'avoir la lumière d'un troisième type d'acteur, après du coup le monde de la recherche, une agence onusienne, une ONG, Caire, qui est bien installée dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Caire a eu 75 ans cette année. Il y a 75 ans, le terme de changement climatique était peu prononcé. Comment est-ce que l'émergence et la prise de conscience du changement climatique a changé l'action de Caire sur le terrain et les nécessités d'aider aussi, j'imagine? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être juste avant de commencer, quelques mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Caire. Alors, on a en fait un peu plus que 75 ans parce qu'on a été fondé en 1945. On est un des plus grands réseaux d'aide humanitaire au monde. Donc on travaille dans une centaine de pays à travers le monde avec un mandat qui est assez large, qui est de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Donc voilà, il y a du travail, c'est assez ambitieux. On est une ONG qui fait à la fois de l'humanitaire et du développement, c'est-à-dire qu'on apporte à la fois du soutien à des populations dans des situations de crise qui peuvent être liées à des catastrophes ou qui peuvent être liées à des conflits notamment. Et puis on essaie d'apporter aussi une aide d'un peu plus long terme à des populations dans des situations d'extrême pauvreté. Et ce qui nous distingue, en tout cas ce qui fait partie de notre ADN chez CARE, c'est le fait qu'on mette les questions de genre et de droits des femmes au cœur de nos actions, parce qu'on part du principe que sans égalité de genre, on ne pourra pas éradiquer la pauvreté. Et on met aussi, et là j'en arrive à votre question, les enjeux de justice climatique au cœur de nos actions. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, alors effectivement en 1945, c'était pas encore, d'ailleurs le mandat de CARE a beaucoup changé puisqu'on a été fondé juste après la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite histoire, CARE, ça a été fondé aux États-Unis et c'était les Américains qui envoyaient des colis humanitaires en Europe. Donc dans nos bureaux, on a des photos de petits Européens qui ouvrent des colis humanitaires
envoyés par CARE et bien sûr avec toutes les évolutions et les bouleversements du monde depuis, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, donc une ONG qui travaille principalement dans les pays du Sud. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on met les enjeux climatiques au cœur de nos actions parce qu'en fait, on constate que la crise climatique et la dégradation de l'environnement ont atteint des niveaux absolument effarants et que ça a des impacts sur tous les domaines du développement. Donc en fait, on travaille dans des domaines variés, on a des projets d'éducation pour les enfants, on a des projets de sécurité alimentaire, des projets de santé sexuelle pour les femmes, et en fait on se rend compte que malheureusement dans tous les pays dans lesquels on travaille, le changement climatique peut porter préjudice à notre capacité d'atteindre nos objectifs du développement, donc c'est vraiment devenu un axe central de nos actions. Et du coup, concrètement, quelles nouvelles actions sur le terrain ont été mises en place pour faire face aux effets du changement climatique ? Alors, en termes d'action, alors peut-être juste pour dire qu'on emploie le terme justice climatique et les mots ont un sens assez important aussi parce qu'en fait, ça répond aussi à notre enjeu de travailler sur l'égalité à l'échelle de la planète. En fait, ce que nous montrent les chiffres, et c'est assez frappant, c'est que les populations qui sont les plus exposées et les plus vulnérables aux effets du changement climatique, c'est celles qui sont les moins responsables du phénomène. Et on sait aujourd'hui que au global, les pays en voie de développement émettent à peu près 7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc vous imaginez ce que ça représente. À côté de ça, on a les 10% les plus riches qui émettent la moitié des émissions. Donc c'est vraiment l'une des plus grosses injustices de notre siècle. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'attaque à cette question-là. Et comment concrètement est-ce qu'on accompagne les populations les plus vulnérables sur ces questions-là, toujours en essayant de prioriser les populations qui sont particulièrement marginalisées. Donc ça peut être les femmes, mais ça peut être aussi des groupes de minorités ethniques ou de minorités sexuelles, par exemple. On va travailler principalement à 3 niveaux. En anticipation des risques climatiques et des risques de catastrophes notamment, en réponse aux catastrophes dans nos actions humanitaires, et puis sur ces questions d'adaptation dont parlait Frédéric précédemment. Sur la partie réduction des risques de catastrophes, je vais vous donner un exemple. On travaille beaucoup à Madagascar. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du contexte à Madagascar, mais en tout cas, j'imagine que vous savez que c'est un petit pays insulaire ou un moyen pays insulaire de l'océan Indien qui, par sa localisation géographique, est exposé à un aléa cyclonique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une saison cyclonique. On sait qu'à Madagascar et dans cette zone de l'océan Indien, chaque année, en gros, entre novembre et janvier, février, il va y avoir des cyclones qui vont balayer la zone. Ce qu'on constate, c'est qu'avec le changement climatique, ces cyclones, ils sont à la fois plus puissants et plus nombreux. Et donc, il y a une vraie nécessité pour les populations de se préparer. Et en même temps, Madagascar, c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde. Donc, à la fois les gouvernements et les communautés n'ont pas forcément les ressources pour avoir des infrastructures suffisamment solides, pour investir dans des capacités d'adaptation, pour mener ces activités de préparation. Donc, nous, on mène ce travail-là avec les populations. Je vous ai mis quelques images. Alors là, c'est 2 images. À droite, c'est à Madagascar. À gauche, c'était au Mozambique, qui est dans la même zone, qui a été frappée. Je crois que cette photo-là, c'est en 2019. Mais malheureusement, si vous vous intéressez un peu à l'actualité dans ces zones-là, chaque année, on a des cyclones assez dévastateurs. Mais c'était pour vous donner une idée aussi de à quoi peuvent ressembler les impacts en termes d'inondation et de destruction des habitats. Et donc, en termes de réponse sur la réduction des risques de catastrophe, il y a des choses assez concrètes qui peuvent se faire. Ce que vous voyez sur la droite, c'est une balise qui en fait permet de mesurer la montée des eaux, en tout cas d'observer la montée des eaux. Donc là, on ne voit pas la zone verte qui est déjà cachée par les eaux, on est dans la zone orange, et une fois que l'eau va monter jusqu'à la zone rouge, les populations savent qu'on a dépassé le seuil d'alerte et qu'il faut évacuer le territoire. Et donc là, ils activent le plan d'urgence auquel ils ont été formés. Il y a tout un travail aussi même dans les écoles, jusque dans les écoles primaires, pour que les enfants aussi connaissent les plans d'urgence. Et ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est une femme d'une communauté qui est en train de tracer un plan des abris et des stocks d'urgence qui ont été prépositionnés. Donc on identifie avec les autorités et les communautés des sites qu'on considère un peu hors d'atteinte des événements extrêmes, qui peuvent être notamment placés un peu en hauteur, ou alors des habitats un peu plus solides, qui peuvent être des écoles, des centres communautaires, et on va identifier ça pour que les personnes se mettent à l'abri, et prépositionner des stocks de nourriture et de médicaments pour que les personnes aient accès à des biens de première nécessité en cas d'urgence. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur la réduction des risques de catastrophe. Ensuite, on va apporter une réponse
un accompagnement des populations quand une catastrophe a lieu, c'est-à-dire aller voir les populations, dénombrer les victimes, apporter des paquets alimentaires, des biens de première nécessité, apporter aussi une aide psychologique, une aide médicale aussi qui peut être nécessaire dans ces moments-là. Et après, on a tout le travail sur l'adaptation au changement climatique qui là fait beaucoup écho à ce que disait mon voisin sur le fait de travailler avec les communautés, sur d'une part avoir un meilleur accès à l'information climatique, parce que c'est vrai que, comme on le disait, les populations ne peuvent plus faire de l'agriculture comme le faisaient leurs parents ou leurs grands-parents. C'était souvent des savoirs qui se transmettaient de manière ancestrale de génération en génération, et effectivement, dans beaucoup de pays dans lesquels on travaille, c'est une agriculture de mousson, donc normalement les communautés ont des indicateurs pour savoir quand la pluie va arriver et puis se mettre à planter. Et en fait, comme là, les régimes de pluie sont complètement bouleversés, c'est assez fondamental qu'ils aient accès en complément de leurs connaissances un peu ancestrales, locales, à des données scientifiques et de pouvoir un peu se projeter de quand va arriver la pluie, comment ça va évoluer. Et ensuite, il y a tout un panel effectivement de techniques d'adaptation qui peut passer par des semences qui vont être plus résistantes à des sécheresses ou à des inondations, la diversification des sources de revenus, le fait d'avoir des activités économiques complémentaires pour avoir de quoi rebondir en cas de choc ou en cas de très mauvaise récolte. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on fait un peu plus en continu auprès des populations avec lesquelles on travaille. Sur les images qu'on voit là, donc on a une nécessité de bouger pour une population. Et néanmoins, vous m'avez dit que le terme migration, vous l'utilisiez avec prudence à Caire. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, vu que c'est justement le thème d'aujourd'hui? Oui, alors c'est un terme qui peut faire pas mal débat. Est-ce qu'on parle de réfugiés? Est-ce qu'on parle de migration? Est-ce qu'on parle de déplacement? Alors, on ne s'attarde pas forcément beaucoup sur les termes parce que nous, l'urgence, c'est de répondre aux besoins des populations. Donc, on laisse peut-être les linguistes ou les chercheurs se positionner là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a le sentiment que quand on parle de migration, il y a quand même un aspect un peu intentionnel de se dire les gens migrent. Ça veut dire que volontairement, ils vont se déplacer. Dans certains cas, c'est une stratégie, mais ce qu'on constate, on préfère parler de déplacement et notamment de déplacement forcé. Et même forcé, c'est peut-être pas le bon terme parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui les pousse dehors, mais en tout cas, c'est des déplacements subis. C'est-à-dire que nous, en tout cas avec les populations avec lesquelles on travaille, et encore une fois, je pense que ce qui est intéressant dans les échanges aujourd'hui, c'est de comprendre que c'est des phénomènes qui sont complexes, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre et d'une communauté à l'autre, mais en tout cas, une grande majorité des personnes avec lesquelles on travaille sont contraintes à se déplacer de manière soit saisonnière, ponctuelle, soit de manière plus durable, parce qu'elles se retrouvent dans des situations d'extrême dénuement, parce qu'il y a un cercle vicieux de vulnérabilité et de pauvreté, il y a une sécheresse ou une catastrophe, et donc une mauvaise récolte, et donc difficulté à se nourrir et à avoir une source de revenus, et ça peut générer des conflits, et donc c'est là où on voit que c'est multifactoriel, mais ça s'auto-alimente, et finalement les gens sont contraints de se déplacer pour essayer de survivre en fait. Et vous l'avez dit en introduction, CARE, une de ses missions, c'est la lutte contre les inégalités, notamment les inégalités de genre. Comment est-ce que, pragmatiquement, elle s'incarne, elle se constate, l'inégalité de genre face au changement climatique, et comment est-ce qu'on peut tâcher d'agir dessus? Oui, c'est une question qui nous tient beaucoup à cœur et qui est très importante pour nous chez CARE, parce qu'en fait, alors, je ne vais pas vous l'apprendre, mais aujourd'hui, les inégalités de genre sont encore un état de fait dans quasiment l'intégralité des sociétés dans le monde. Et en fait, quand elles viennent se superposer à ces vulnérabilités climatiques, ça crée un cocktail explosif pour les femmes et les filles. Nous, on parle chez nous de double injustice, notamment pour les femmes dans les pays du Sud, parce qu'elles sont déjà parmi les plus exposées, avec des faibles capacités d'adaptation. Et en plus, parce qu'elles sont femmes ou filles, elles ont encore plus de difficultés à rebondir ou à absorber les chocs. Ça s'explique par le fait que dans beaucoup de cultures et dans beaucoup de pays, il y a des normes sociales, il y a des pratiques discriminatoires qui fait que les femmes n'ont pas accès au processus de décision, n'ont pas forcément accès à l'information. On essaie d'y remédier avec ce type de programme, mais on a observé des cas dans lesquels il y a eu des moments de concertation ou d'information des populations sur les systèmes d'évacuation, et en fait les femmes n'étaient pas invitées, ou alors elles étaient invitées mais c'était à des horaires où elles doivent préparer à manger ou aller chercher les enfants à l'école, donc on n'avait pas réfléchi à se dire comment on s'assure que tout le monde ait l'information.
Après, il y a des systèmes d'alerte qui parfois reposent sur la téléphonie mobile. On constate que dans beaucoup de pays, les femmes ont moins accès à la téléphonie mobile que les hommes, et donc là aussi, il y a un défaut de passage d'informations. Et donc, parce qu'elles ne sont pas dans ces espaces de décision et d'information, elles se retrouvent plus à risque, avec moins de capacité de répondre. Et un autre point aussi qu'on constate, c'est que dans beaucoup de pays du Sud, les femmes, c'est elles qui sont gestionnaires des ressources naturelles. C'est souvent elles qui vont aller chercher de l'eau. Je crois que j'ai une petite photo après. Voilà, vous voyez là, un groupe de femmes et de filles en Afrique subsaharienne. C'est elles qui ont la responsabilité d'aller chercher de l'eau pour le ramener au foyer dans la communauté. C'est souvent elles qui vont chercher le bois pour le feu. Avec le changement climatique et la dégradation de l'environnement, elles doivent marcher chaque fois un peu plus et un peu plus longtemps. Il y a une étude qui nous a montré qu'en Somalie, c'est par exemple environ 20 km par jour. Vous imaginez 20 km, si elles marchent à 4 km/h au mieux avec 5 ou 10 litres sur la tête, c'est 5 heures par jour qu'elles passent à marcher pour aller chercher de l'eau. Donc ça, les conséquences, il y a des conséquences à la fois de ce temps qu'elles passent à aller chercher de l'eau, elles ne le passent pas à avoir une activité génératrice de revenus ou à se former ou à reprendre des études. On n'a pas vraiment de terme en français, mais en anglais, on dit la time poverty, c'est-à-dire qu'elles sont pauvres en temps, on leur vole du temps. Et en plus, quand elles marchent longtemps dans des zones parfois isolées, seules ou en groupe de femmes, elles sont exposées à des violences, à des risques d'agression. Et donc ça, c'est aussi amplifié avec le phénomène du changement climatique. Merci beaucoup Marie Leroy et à tous nos intervenants pour ces retours de terrain et d'expertise riches et divers.